Bonsoir Robert Guédiguian. Bonsoir. Merci d'être l'invité du Vrai Monde pour votre nouveau film La Pivoleuse, qui sort la semaine prochaine, le 29 janvier. Je vais faire un petit test avec vous. Je vous rassure, tous les invités y passent, c'est pas un traitement de faveur. Est-ce que vous pourriez fermer vos yeux? Est-ce que vous pourriez nous décrire, sans les ouvrir, la chambre d'adolescent ou d'enfant dans laquelle vous avez grandi? Sans problème, tellement elle était minuscule en fait. C'est une chambre noire, c'est-à-dire une chambre sans fenêtre, où il y avait un lit d'une place et demie, dans lequel je dormais avec ma sœur, et une grande penderie en fait, et c'est tout. Mais on avait du mal à passer entre la penderie et le lit et le mur, quoi. Voilà, c'était vraiment tout à fait minuscule, donc je me souviens très très bien. Et au mur, il y avait des posters de Mick Jagger ou Keith Richards qu'on voit au début de La Pivoleuse? Non, il n'y avait pas de poster. Ça, c'est jusqu'à ma 10e année, hein, donc c'est pas... Après, on a déménagé, on était dans des conditions un peu plus favorables, mais du coup... non, il n'y avait aucun poster en tant que je m'en souviens. Il y avait peut-être quelques photos que ma mère avait mis, mais ça, je ne me souviens pas. Est-ce qu'il y a des objets qui ont perduré et qui sont dans votre logement actuel? Il y a une tissu, en fait, parce qu'il y avait aussi une petite alcôve, pas une alcôve, une soupente, en fait, avec un tissu qui cachait, comme ça, un tissu bleu, clair, avec des oiseaux, des oiseaux exotiques, en fait, voilà. Et ce tissu, il y a 10 ou 15 ans, j'ai dû le récupérer auprès de ma mère, et ça sert encore, c'est un petit fenestron chez moi où il y a ce tissu. Est-ce qu'il y avait une ligne jaune tracée sur le sol, comme dans L'argent fait le bonheur, quelque part? Une ligne de démarcation, c'est une ligne jaune qui est faite pour ceux qui ont vu le film, dans des moments de tension dans une cité, mais est-ce que c'était quand même votre lieu et il ne fallait pas y toucher, votre chambre? Ah, non, j'ai toujours été habitué à vivre en fait avec les portes ouvertes en fait, toujours. Donc on ne fermait jamais les portes. Mais encore aujourd'hui, je déteste fermer les portes. J'ai même pendant assez longtemps dans tous les appartements dans lesquels j'arrivais, je virais une ou deux portes en fait, quoi. Je les dégondais, je les virais, je les foutais à la cave pour qu'il n'y ait pas de... Non, j'aime pas les espaces secrets, moi, du tout. Alors, pour moi, cette question de l'espace, justement, de la chambre, elle a d'autant plus de signification que La Pivoleuse, comme Lady Jane, contre toute attente, ce sont des lieux. Lady Jane, c'est une discothèque. La Pivoleuse, c'est un magasin de musique. Et je me souviens aussi que votre premier grand projet avec René Ferré, c'était une adaptation de Berlin Alexanderplatz. Donc, l'espace est omniprésent pour vous. J'ai l'impression que si vous n'avez pas marqué le territoire d'un scénario, vous ne pouvez pas tourner. Oui, ça c'est peut-être vrai. C'est aussi le thème du domaine, en fait. C'est la cerisier aussi, chez Tchekhov, par exemple, qui m'influence beaucoup. Non, c'est vrai, je crois qu'on peut... j'ai jamais fait de film de voyage. Donc j'ai toujours fait des films dans des lieux, oui. Dans des lieux... pas clos, mais identifiés. Voilà, enfin, la clôture était identifiée, donc c'est vrai que c'est à la fois... parce que ce lieu, ça peut être aussi quelques rues, ça peut être aussi la cour d'une cité, donc ça peut être évidemment, ça peut être une calanque entière. Hein. Mais dans la villa, le lieu est tout à fait... on n'en sort pas d'ailleurs, on reste dans le lieu en permanence. Il y a eu le voyage en Arménie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ces circonstances me le fait. Donc, je ne suis pas dogmatique, donc je peux changer d'idée ou de fonctionnement, mais vous avez raison de souligner qu'il y a souvent eu les lieux sont souvent des personnages, en tout cas me permettent de fabriquer une structure dramaturgique en fait. J'ai choisi un extrait d'un de vos anciens films et pour vous faire réagir. Tu vas l'avoir? Mon bac? Ouais, pourquoi? T'as choisi une fac? Droit. Comme Sylvain? Eh ouais. Et s'il a pas son bac? Il est plus fort que moi. Remarque, droit, c'est pas mal. Ou sciences éco, on sait pas trop encore. Médecine? Les
L'essentiel, c'est d'être ensemble, si j'ai bien compris. Un extrait de Marie-Jo et ses deux amours, à Jean-Pierre Daroussin, homme qui pense à toute autre chose, puisque sa femme le trompe, mais qui s'intéresse quand même à sa fille. Est-ce qu'une des grandes chances de votre cinéma, c'est de ne pas avoir fait d'école de cinéma? Ah, peut-être. Pour autant, il y a des gens qui ont fait des écoles de cinéma que j'aime beaucoup, hein, je veux dire, donc je ne peux pas le dire non plus que c'est une... Mais c'est vrai que, en fait, au fond de moi, je pense que ça ne s'apprend pas, hein, le cinéma. Mais je dis ça comme je dirais que on n'apprend pas à devenir écrivain, on n'apprend pas à devenir cinéaste, on n'apprend pas à devenir... je crois que... on n'apprend pas à avoir quelque chose à dire ou pas, donc on n'apprend pas... l'école ne peut pas modifier votre regard. Mais on peut y apprendre des choses quand même. Mais ça relève de choses nécessaires, mais pas indispensables, de la technique, évidemment de comment on écrit les autres auparavant. On est obligé de... On travaille évidemment sur la montagne, sur les épaules de nos prédécesseurs. Il faut bien qu'on sache... Il faut avoir vu des films. Mais... évidemment, le danger de l'école, c'est de vous mettre dans une idée. C'est qu'il y est, mais comme dans l'école en général, l'école formate, mais on pourrait dire ça presque de l'éducation nationale aussi. Et évidemment, je suis très favorable à l'éducation nationale, vous l'imaginez, mais c'est vrai que l'école, c'était, comme on disait à cette époque-là d'ailleurs, dans les années 70, c'était l'appareil idéologique d'État. Donc dans l'école, on apprend aussi des choses. On apprend la bourgeoisie, quoi, à l'école. On apprend à être comme des bourgeois, on apprend la langue de la bourgeoisie, on apprend, voilà. Donc je pourrais dire presque, si j'avais un vieux réflexe anarchiste de la fête du 19e siècle, je dirais... Qui est toujours prêt à qui est toujours prêt à sortir, c'est sûr. Je dirais qu'il ne faut pas envoyer ses enfants à l'école. Mais moi, j'ai encore eu dans mon quartier, en fait, quand je suis né, des parents, des maçons, d'ailleurs, je me souviens très bien, d'origine espagnole, qui ne voulaient pas que leur fils dépasse entre en sixième, en fait, aille au lycée. Alors qu'il était très très brillant, on était premiers ensemble, hein, je veux dire, en classe. Voilà. Bon, mes parents m'ont foutu au lycée. Mais lui n'y est pas allé. Et le père a dit non, ils sont en maçon comme moi, il n'ira pas au lycée. On s'en fout du lycée, il n'ira pas. Et il n'a pas été, il a été maçon avec son père. Il est pas malheureux d'ailleurs, ceci dit. C'est vrai? Ouais. Tant mieux, c'est ça qui compte. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique, le mot est trop fort, mais ce serpent de mer qui revient toujours, ça ne devrait pas s'appeler l'éducation nationale, mais l'enseignement national. Ah ben oui, non, c'est vrai que c'est tout à fait éduquer, ça renvoie aussi à dresser, il y a quelque chose de... Bon, il y a quelque chose du côté de l'ordre, en fait. C'est vrai que je préfère dire enseignement. Donc c'est un vrai... Enfin, c'est un débat légitime, en fait, ce débat sur ces mots. Il faut se méfier de comment on nomme les choses. Les nommer mal, c'est rajouter au désordre du monde, hein, disait Camus. Alors j'ai demandé à Émile Le Fouest, qui a vu votre film, et qui a eu ce privilège de le résumer à sa manière. Je lui ai donné carte blanche. Monsieur Guédic, La Pie voleuse, c'est votre dernier film qui peut s'inscrire dans la suite dite des Contes de l'Estaque. Ce quartier populaire de Marseille que vous connaissez si bien et qui réunit à nouveau votre fidèle famille du cinéma. Je ne vais pas tous les citer, mais évidemment Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mellan, mais aussi Marie-Lou Ostilou qui rejoint un petit peu la troupe pour n'en citer quelques-uns. Mais La Pie voleuse, c'est surtout Maria. Maria est pleine d'envie et de vie, mais sa condition précaire ne lui permet pas d'en profiter pleinement. Elle va s'offrir des huîtres, payer des cours de piano à son petit-fils en se servant directement dans la tirelire des clients, jusqu'au jour où elle se fait pincer. Mais La Pie voleuse, c'est aussi Robert, amateur de filets de loup-pané et de riz pilaf, mais qui n'a personne avec qui le partager. C'est Laurent, un gestionnaire immobilier qui gère aussi sa propre vie sans l'incarner vraiment. C'est Bruno, un mari aimant, mais qui aime aussi un peu trop les jeux. C'est Kevin, un père de famille sur les routes, honnête envers les autres, mais surtout envers lui-même. C'est Jennifer, une maman qui recentre les autres alors qu'elle n'est elle-même pas très alignée. Et bien d'autres personnages colorés par la vie, surtout, comme une pièce de théâtre dans laquelle nous jouons tous, tous les jours. Voilà. Il y a des figures récurrentes dans votre cinéma. Il y en a une qui y est dans La Pie voleuse, c'est se baigner habillé dans l'eau. Là, ça se passe dans une piscine, la nuit.
et ça se passe pas dans la mer le jour. Mais il y a 2 figures récurrentes qui ont totalement disparu, peut-être pour la première fois de cinéma. C'est un film où on ne danse pas. Oui, c'est vrai que pour ce qui est de se jeter à l'eau habillé, c'est une tradition, on va dire, une tradition marseillaise, une tradition... c'est agréable, en fait, c'est une espèce de petite... d'écart, quoi. Normalement, on se déshabille pour se baigner, pour se jeter le soir tard dans l'eau... mais aussi se bousculer d'ailleurs, aussi pousser quelqu'un qui s'y attend pas, et qui se passe là, qui se balade là sur le quai, et que d'un coup ça fait pousser à l'eau. Donc on rit à ses dépens, bien sûr, mais c'est très amusant. En général, il est très en colère. Ceci, au plus c'est en colère, au plus c'est drôle. Donc, s'il est en colère, on dit que c'est un bon client. Donc ça, c'est une tradition... voilà, on a toujours joué à ça. On joue un petit peu moins à ça parce qu'on est un peu plus âgé. Mais en général, on le fait assez bien. On le fait évidemment de manière à ne pas prendre de risque. Je veux dire, l'eau est suffisamment profonde. Il n'y a pas un bateau ou une corde qui traîne, une amarre qui traîne. Enfin, on ne peut pas se blesser. Hein. Et puis là, ça se passe dans une pas piscine. Se blesser. Et là, c'est une piscine dans ce film-là. Après, pour ce qui concerne la danse, c'est vrai que c'est pareil, que c'est une activité qui me plaît beaucoup. Je pense qu'effectivement, la danse est une des activités qui n'est pas assez pratiquée dans nos pays, en fait, quelque chose de bon. Faire bouger son corps, le faire bouger avec quelqu'un d'autre, trouver des harmonies sur de la musique. La danse me semble un art majeur. Alors là, je ne la travaillais pas comme un art majeur. Quand je l'ai travaillé, j'ai travaillé toujours dans la danse de bal, de salon, comme on dit. Mais je trouve ça effectivement très, très beau, significatif et spectaculaire aussi. Et c'est un film sans Dieu. Oui. Il n'y a aucune référence sur la transcendance, quelle qu'elle soit. Vous laissez les humains vivre avec leurs souvenirs, avec la perte de mémoire qui peut arriver à un des personnages. Mais là, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de... il n'y a pas cette fameuse séquence à la place du cœur dans La vie des tranquilles où un personnage fait l'amour à sa femme en lui parlant de Dieu, en lui disant « mais Dieu, c'est faire l'amour aussi ». Là, il n'y a plus ça. Les humains sont humains. C'est vrai. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je le constate avec vous. En fait, je le découvre avec vous, parce que j'ai pas... C'est vrai qu'il n'y a pas de... J'ai souvent tourné dans des églises aussi, d'ailleurs. J'ai souvent tourné des icônes, des représentations religieuses. En fait, je suis très... très lié. C'est des lieux que j'aime. Enfin, je suis très lié même à l'histoire des religions, on peut dire... Voilà, c'est des questions qui me passionnent. Si j'avais le temps, je m'en occuperais beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est absent, là. Mais je vous dis, franchement, je le constate. Je suis surpris de la... Je le constate avec vous. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire, ce n'était pas consciemment, mais effectivement, Jennifer aurait pu, dans un moment de crise, aller se recueillir dans une église. Bon, ou prier, ou se mettre à l'abri, ou je sais pas, bon, ils auraient pu se donner rendez-vous dans une église. Bon. Là, c'est devant un cinéma. Une autre forme de religion. Oui, peut-être. Il faut toujours être attentif à vos débuts de film. Pour Et la fête continue, votre film précédent, on entend des oiseaux. Et on se dit, c'est l'idylle. Et puis tout d'un coup, on entend un grand bruit, patatrac, des immeubles qui s'effondrent. Là, votre film commence par un tram avec une inscription qu'on voit où il y a marqué « Feel good » dans le décor. Oui, c'est vrai. La catastrophe arrive puisque c'est un cambriolage. Le cambriolage de ce magasin de disques, La Pivoleuse. Moi, ce qui m'a frappé dans votre film, c'est que très souvent, les larcins, les viols, les attentats arrivent vers 15-20 minutes de film, et puis ensuite, il faut surmonter ça. Ça, ce cambriolage, qui détermine tout le film, il arrive dès le début. Comme si votre propos, comme si vous étiez, entre guillemets, là, de vouloir faire une architecture scénaristique classique, avec, au bout de 20 minutes, il va se passer quelque chose. Là, on donne tout de suite la clé du problème, un cambriolage. Oui, c'est une histoire c'est lié à des désirs de construction, c'est vrai, entrer peut-être plus vite dans un film, ça, on est... En fait, c'est vrai que pour ce film-là, c'était quand même donné, je dis « oh » parce que c'est avec Serge Valetti,
On s'était quand même dit qu'on construirait une mécanique la plus précise possible. On voulait qu'il y ait une mécanique du film fortement décidée. Et c'est pour ça que effectivement on est rentré plein pied dans le film, de plein pied, et que les choses s'enchaînent le plus, de la manière la plus fluide et la plus orchestrée, quoi. Vous voulez que ce film soit court en plus. Il est court d'ailleurs, enfin il est court. 1h40, mais donc c'est un désir formel parfois aussi, c'est-à-dire que sur un sujet choisi, on a envie de forme. Là, il y avait cette idée-là, et il y avait aussi l'idée qui est de la musique aussi, puisque bon, les personnages centrales, c'est le piano, le petit qui joue du piano, etc. Donc, vous savez aussi qu'il y aurait beaucoup de musique qu'on a fait travailler très, 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 très en amont. Et je disais qu'il y a de la musique comme dans du cinéma muet parfois, avant de faire le film. Donc, avant de faire un film, c'est à la fois des choix de mise en scène, donc, mais c'est aussi un pressentiment, quoi. Je veux dire, soi-même, on regarde le film, enfin, on regarde le scénario, on voit ce qu'on a écrit, mais et à la fois, on commence à avoir, je dis bien pressentiment, et c'est pas une idée précise, hein, de ce qu'il va être, de comment il va être mis en scène, en fait. Le film, en fait, il suit ces deux lignes parallèles. C'est le macro-crime et le micro-crime. Le macro-crime, c'est cette violence aveugle où on détruit un magasin. Et le micro-crime, c'est celui du personnage de Maria. C'était important pour vous, peut-être de commencer aussi par cette séquence pour qu'ensuite, ce que fait Maria pour survivre et pour aider son petit-fils passe, entre guillemets, comme une lettre à la poste? Oui, je crois, parce que aussi, c'est vrai que ce vol dès les premières minutes, c'est un vol, j'allais dire, c'est un vol négatif, c'est un vol qu'on ne peut pas défendre, en fait, qu'on ne peut pas justifier, c'est un vol, bon, crapuleux, voilà, pour chercher de l'argent, c'est un requin, quoi, c'est un vol de rapace. J'allais dire presque que c'est un vol capitaliste, si j'osais, quoi. Évidemment, après, le vol de Maria est pour moi tout à fait justifié. C'est-à-dire c'est un vol là qui appartient plus à la révolte, à la répartition des richesses. Donc elle est un peu, sans le savoir, évidemment, c'est pas conscient du tout, mais elle est un peu anarchiste. Voilà, elle est un peu libertaire, Maria. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'elle veut... elle fait attention d'ailleurs à ce qu'elle prend. Elle prend juste ce qu'il lui faut. Chez les gens qu'elle vole, en fait, elle ne prend pas plus. Bon, elle prend un petit peu plus avec cette histoire de piano, donc c'est là où l'histoire le cours de l'histoire va changer à cause de ça. Mais donc, effectivement, il fallait opposer ces deux manières-là de voler. Le vol a toujours été lié à la révolte, à la révolution, à la rébellion, à l'insoumission, etc., etc. Donc il fallait montrer ces deux types de vols qui s'opposent, c'est sûr. J'ai un point de vue très différent sur chacun d'eux. Ariane Ascaride, votre compagne, vous lui avez fait souvent jouer dans vos films des rôles de soignante, pédiatre, cardiologue, infirmière. Votre ami de CM2, Gérard Mélan, est infirmier. Alors je me suis amusé sur quelques-uns de vos films à essayer de trouver la fonction médicale que vous aviez. Je dirais que sur La ville est tranquille, vous avez été vous voyez le film en radiologue. C'est-à-dire que on a l'impression que vous radiographiez un monde. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, les puissants, l'avenir, où on va. Sur Le promeneur du Champ de Mars, vous étiez plutôt un soigneur en soins palliatifs. Pour Mitterrand, le film prenait le temps, avec ce magnifique plan où Jalil Lesper se tourne vers un miroir et quasiment presque vomit par rapport à ce que lui dit Mitterrand sur la Shoah. Dans Marie-Jo et ses deux amours, vous étiez psychologue. C'était beaucoup plus ténu, c'était une histoire universelle, mais on sentait votre caméra plus psychologue. Dans L'argent fait le bonheur, vous étiez urgentiste. Je m'arrête là. Qu'est-ce que vous étiez dans La Pie voleuse? Si vous deviez prendre une blouse, ça serait la blouse de quelle... Qu'est-ce que je pourrais dire sur La Pie? Pharmacien.
je propose en fait, je propose quand même je propose du soin. Donc je propose des médicaments en fait. Voilà. Je propose quand même quelques médicaments, quelques médecines. Et bon, en particulier, le fait de demander les choses, d'oser les demander, donc je pratique quelques conseils, même comme par quelqu'un qui a l'habitude. Donc je dirais plutôt un pharmacien, qu'on peut aller voir très facilement. Puis le pharmacien, c'est une idée, bon, dans un quartier, toujours une pharmacie. Donc comme le film se passe, c'est un cinéma de 2 quartiers. Donc peut-être qu'on va chez le pharmacien, on lui dit j'ai un peu mal là, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors là c'est un peu, bon, le pharmacien pourrait conseiller d'ailleurs de voler un petit peu, ou alors comme dit Ariane évidemment à la fin du film, de demander en fait à son voisin un petit peu d'argent. Voilà. Elle dit je suis bête, si je leur avais demandé, ils m'auraient donné peut-être, probablement. Et c'est vrai que si elle avait demandé par exemple au personnage que joue Daroussin de l'aider pour assurer les cours du petit-fils, je crois qu'il l'aurait fait. Ce personnage-là aurait probablement fait ça. On va écouter un premier extrait de La Pivoleuse. Vous savez, souvent, je rêve de lui. Je le vois en smoking, tout seul sur une scène, avec un piano immense. Et le public qui l'applaudit sans fin. Et puis après, je pense tout à fait à autre chose. Je vois ma mère plier un cadre qui ramassait des patates, ou vous qui vous mettez à courir sans difficulté, qui vous tenez debout devant vos élèves. Et je me demande pourquoi je pense à ça, puisque je réfléchissais tout à fait à autre chose. Des situations qui n'ont aucun rapport entre elles s'enchaînent avec aucune logique. Et je me dis que si je ne m'en rendais pas compte, je serais folle. Parce que c'est ça la folie. Et je me dis aussi qu'il y a des moments où on peut tous être fous, qu'on peut tous devenir fous. Et ça, monsieur Moreau, vous le savez, vous. Oui, mais vous, ce sont des idées que vous avez eues sans les avoir apprises de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la preuve d'une grande intelligence, ma chère Maria. Jean-Pierre Daroussin et Ariane Ascari dans La Pivoleuse. Autant Et la fête continue était un film choral, je dirais que La Pivoleuse, c'est un film satellitaire. C'est-à-dire qu'on passe d'un personnage à un autre sans forcément... Ils sont reliés, mais on a l'impression que vous cherchez moins à faire le chœur, C-H-O-E-U-R, qu'il y avait dans le film précédent. Le personnage semble s'autosuffire, s'écoute, retiennent ce que dit l'autre et passe à autre chose. Le film est plus segmenté. Oui, oui, c'est vrai, mais souvent c'est lié aussi à probablement... D'abord c'est lié à l'âge des personnages, qui sont quand même des personnages souvent qui restent chez eux. Même l'un d'entre eux est tout à fait immobile, hein, puisqu'il est dans son fauteuil roulant. Hein, je veux dire, Jean-Pierre Daroussin, il ne peut pas sortir. Donc je crois que c'est lié à ça. Et c'est aussi précisément, peut-être aussi lié au fait que c'est justement ça, c'est parce qu'il n'y a pas de cœur, au sens où vous l'entendiez, parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas en fait d'entraide en fait. Donc c'est parce que les gens sont isolés. S'ils étaient un peu moins isolés, s'ils savaient un peu moins ce qui se passe derrière la porte du voisin, probablement, effectivement, ils auraient des gestes, en fait. C'est aussi une médecine que propose le film. Je reviens à ouvrez vos portes, en fait. Ouvrez vos portes, à ce moment-là, les gens verront comment vous vivez. Et ils verront peut-être qu'il vous manque 10 €. Donc voilà. Peut-être qu'ils vous les donneront. Pas sûr, mais peut-être. Donc c'est peut-être lié à ça. La lecture... C'est Fenêtre sur cour qui rencontre Marnie, ça vous va aussi? Oui. Oui. Un homme bloqué dans son fauteuil, qui passe beaucoup de temps sur son balcon, à regarder les choses, à essayer de les comprendre. Et qui voit une voleuse, oui. Et qui voit une kleptomane. On va écouter un second extrait. Bonjour. Je vous demande de ne pas porter plainte. On remboursera tout à votre père. Tenez. C'est ce que j'ai retiré à la caisse d'épargne ce matin. 250 €. Prenez-les. C'est ma mère qui s'occupe de votre père qui lui a volé des chèques. Elle a commencé à travailler chez des personnes âgées quand son usine est fermée. Mon père, il a beaucoup travaillé au noir. Il a une pré-retraite ridicule. Il s'en sort pas.
Ils ont fait des tas de crédits pour avoir une belle maison avec une belle piscine. Ils ont acheté des trucs inutiles. C'est des pauvres gens. Ils tirent le diable par la queue. J'ai mis en tête que mon fils, il allait devenir un grand pianiste. Il joue bien, mais... Je dirais que c'est la seule chose qui compte dans sa vie. Qu'est-ce que je fais là? Alors ça se passe dans une agence immobilière. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé en revoyant le film. C'est la rapidité des contacts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de drague dans votre film. On a l'impression que quand les corps sont programmés pour se rencontrer, ils se rencontrent. On appelle, on veut faire l'amour, on appelle, le plan d'après, on fait l'amour. Et là, il y a une très belle séquence dans le film où, après ce monologue de cette femme, il reste silencieux et vous finissez cette séquence sans qu'il ait prononcé un seul mot. On a l'impression que vous allez, sans faire de jeu de mots, que votre cinéma va de plus en plus à l'os. Je l'espère, c'est le souhait de tout le monde, hein, je veux dire, depuis toujours. C'est le souhait de tout, d'être le plus pur possible, en fait, voilà. En sachant que c'est impossible, je veux dire, qu'il n'y ait pas, voilà. Mais il faut essayer, en tout cas, il faut essayer d'aller à l'essentiel effectivement, sans toujours les temps, les réflexions, les digressions, la psychologie, etc., etc. Là, il se passe effectivement quelque chose entre ces deux personnages, qui est de l'ordre, effectivement, du corps, en fait, qui est tout à fait irrationnel. Voilà. Évidemment, j'aime beaucoup cette séquence, parce que, d'abord, je l'aime beaucoup parce qu'elle est, je pense, absolument inattendue. Donc déjà, ça, dire, je crée une surprise, je défie, en fait, tous les spectateurs du monde de regarder le début du film et de penser qu'il va se passer ça. Ils ne peuvent pas le deviner. Et même le après. Moi, j'ai même été surpris par le après de cette relation. Oui, et en plus, cette relation, il y a même là, cette relation garde une légère ambiguïté. On voit bien qu'effectivement, elle n'est pas insensible, mais bon, elle vient quand même lui apporter de l'argent pour se sortir de mauvais pas. Bon, donc il y a quelque chose qui est un peu, qui ressemble quand même un peu à un abus de position dominante, on va dire, hein, pour le dire comme ça. Et en fait, pas du tout. Ça va devenir une histoire d'amour très érotique. Donc ça va très bien marcher entre eux. Voilà. Et ça, on ne s'y attend pas du tout non plus. Vous avez déclaré dans un livre d'entretien avec Agnès Olive que le romantisme est au projet privé ce que le communisme est au projet collectif. Oui, je me souviens. Et donc, en gros, être romantique et être communiste, c'est la même chose. J'imagine que c'est ça qui est à la base de la fluidité des corps dans tout votre cinéma. Oui, je crois vraiment que, comment dire, le fait de vouloir secouer le monde, de vouloir le transformer, en fait. Et c'est vrai que c'est, d'un point de vue collectif, bien sûr, c'est une attitude révolutionnaire. Et d'un point de vue individuel, c'est une attitude romantique. C'est dire, je me bats contre ma condition. Ma condition existentielle. Je me bats donc pour être toujours plus heureux. Il peut se passer des choses en permanence, on peut être surpris. Et quand des trains passent, il faut monter à bord, il faut y aller. Enfin, une espèce de... Oui, cette exaltation de l'individu, qui est pour moi pas du tout incompatible, au contraire, avec une exaltation du collectif. C'est même... donc je redis, c'est même effectivement une cohérence, en fait, absolue, quoi, que d'être et révolutionnaire et amoureux, quoi. Pedro Almodovar disait il n'y a pas très longtemps qu'il ne montrait plus des gens marcher dans ses films, il ne montrait plus des gens qui marchent, parce qu'aujourd'hui on marche tous avec nos téléphones, ça n'a plus aucun intérêt de montrer des gens marcher. Vous avez fait de l'inverse, c'est un film de piétons. Je crois qu'il n'y a pas de voiture pendant 1 heure, quasiment. C'est un film de piétons, où Maria qui marche, etc. Et on passe de bloc en bloc. J'étais très impressionné par la séquence où Jean-Pierre Daroussin va lui-même au commissariat pour... sans divulgacher, comme on dit. Mais il n'y a pas de séquence d'attente dans le couloir, etc. Il est tout de suite face à un préposé. C'est un film vraiment où tout est à
distance humaine. On voit plus de voitures, on voit plus de trains, on voit plus rien. Alors ça, c'est vrai que ça, par exemple, c'est exactement pareil dans Marius. Dans Marius et Jeannette, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de véhicule, il n'y a aucun véhicule dans tout le film. C'est drôle, parce que c'est des films aussi. Alors, est-ce qu'il y a une intention? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a... Parce que les films qu'on tourne dans ce quartier, donc, dans le quartier où je suis né, tous les 10 ans à peu près, sont des films où il y a très peu de véhicules à chaque fois. Mais c'est aussi lié au fait qu'on tourne à la réalité du tournage. C'est-à-dire on tourne vraiment dans un rayon de 500 mètres autour de la place de l'église de l'Estaque-Plage. Donc c'est vraiment... Nous-mêmes, on se dépasse à pied pour changer de lieu de tournage. Donc ça doit aussi renvoyer à quelque chose qui est de l'ordre du théâtre, et avec une recherche, effectivement, quand les gens... On ne montre pas les parcours quand ils vont d'un endroit à l'autre, ou alors on les montre à pied, ou mais enfin, parfois c'est... Mais on ne montre pas effectivement une attente, comme je le dis, mais ça pour moi, si on n'a pas quelque chose à dire dans la salle d'attente, il ne faut pas montrer la salle d'attente. Ça, je sais que je suis un anti-naturaliste, un anti-réaliste même, on pourrait dire, voilà. Je pense que c'est un leurre total sur ce que je fais. C'est-à-dire, je crois que beaucoup de gens pensent que, d'autant qu'il y a, il y a le passé, il y a Pagnol, etc., il y a Marseille, et puis il y a quelque chose de très incarné dans les films que je fais, mais je crois que l'on pense que je fais un cinéma naturaliste. D'ailleurs, les gens croient que j'habite à Marseille, que je descends de chez moi, de quelques étages, et que je vais tourner en bas avec quelques copains. Bon, c'est évidemment le contraire de tout ça. Je fais un cinéma très, très théâtral. Oui, c'est d'autant plus faux que je me souviens de séquences dans vos films où à un moment, un personnage voit Ariane Ascaride sur une plage en train de lui sourire, et le plan d'après, en fait, elle dormait, et il a halluciné le fait qu'elle lui sourit au début de votre film. Et je sais qu'une de grandes références, c'est Los Olvidados de Buñuel. Ce que vous aimiez beaucoup, c'est le fait qu'à un moment, un enfant jette un œuf, c'est ça, sur la caméra, et tout d'un coup, on voit l'œuf se décomposer, enfin, se casser sur l'objectif, enfin, sur ce qui protège l'objectif. On va écouter un extrait de Kilosa. Tu me lis ta dernière phrase? C'est ce jeu insensé d'écrire, s'arroger en vertu d'un doute, un goutte d'encre apparentée à la nuit sublime. Quelque devoir de tout recréer, avec des réminiscences, pour avérer qu'on est bien là où l'on doit être. Parce que, permettez-moi d'exprimer cette appréhension, demeure une incertitude. C'est superbe. Le rythme, la syntaxe. Faut vraiment que tu sois publié. Quand, comme vous, on vit beaucoup en bande organisée, à quel moment, au fond de soi, on sent que ça y est, l'écriture, le tournage, le montage, j'imagine que vous avez l'aisance pour pouvoir retourner une séquence 3 semaines plus tard. Donc là, il y a, en plus, sur cet extrait de film, il y a un petit dérivatif qu'on apprend juste après, mais voilà, j'ai voulu le choisir pour que vous nous parliez de votre rapport vous-même avec votre vérité du film, votre syntaxe. Je crois que le cinéma, en tout cas, me permet de jamais être seul. C'est-à-dire que je le construis que dans la confrontation avec les autres. C'est déjà vrai du scénario, j'aime pas être sur le scénario, même si on part toujours de l'idée que j'ai. C'est-à-dire j'arrive avec le sujet. Et après, le traitement, on le fait évidemment à deux, je fais avec quelqu'un. Et après, dès la préparation, bien sûr, je suis avec une équipe. Tournage, les acteurs arrivent. Au montage, le monteur arrive. Après, on mixe. Le mixeur, bon. Donc, je suis jamais seul, en fait. Donc, je vais dire que j'écris toujours en confrontation, et même, je cherche dans les propositions des autres, en fait, ce qui me va, et ce qui me va pas. Je dis souvent qu'un metteur en scène, c'est quelqu'un qui dit, je crois que c'est Capra qui dit ça, c'est quelqu'un qui dit oui ou non toute la journée, et c'est tout. Et c'est un peu ça. Moi, je dis oui ou non toute la journée. Il y a des gens qui me proposent des choses.
Mais ça va du scénariste à l'acteur, en passant par le mixeur. On me propose des trucs, et je dis non. Voilà. Sans trop, c'est vrai, sans trop savoir, pas de manière rationnelle, il y a quelque chose, bien sûr. Mais je veux dire, la rationalité, elle est aussi du côté de tous les techniciens avec qui on travaille, par exemple, ils sont aussi rationnels que moi. Donc, je peux dire, non, ça me semble. Donc, c'est cette espèce de. Justement, l'écriture elle-même, c'est-à-dire la part d'irrationnel, d'extrêmement subjectif que cela comporte, se fait dans cette idée de dire oui ou non. Voilà. J'accepte ou j'accepte pas, et je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas m'expliquer. Parfois un peu, j'exagère un peu en disant ça, mais parfois je peux expliquer, je ne veux pas ça pour ça, ça et ça. Mais en plus, les rapports que j'ai avec les gens avec qui je travaille depuis des années me permettent aussi qu'il n'y ait pas de psychologie entre nous. Donc ils ne se vexent pas quand je dis oui ou non sans explication. Ils acquiescent, c'est tout. On va écouter un extrait du Promeneur du Champ de Mars. Un jour, Jean-Sébastien Bach revient d'un long voyage et on lui apprend que sa femme et 2 de ses enfants sont morts de maladie. Et que fait-il? On l'imagine révolté, anéanti. Eh bien non, il compose « Jésus, que ma joie demeure ». Robert Guédiguian, j'ai lu il n'y a pas très longtemps les mémoires du chanteur Bono de U2. Et il dit qu'il a écrit son disque le plus déprimant, War, pendant sa lune de miel. Et que ça l'amuse beaucoup. Est-ce que vous, il y a des dysfonctionnements entre votre état d'humain et ce qu'on voit sur l'écran? C'est-à-dire, ce n'est pas cohérent, ce qu'on voit à l'écran n'est pas cohérent avec vos états d'âme. C'est toujours vrai. En fait, c'est toujours vrai parce que au plus je vais mal, au plus je trouve que le monde va mal, au moins il y a d'issues, au plus je fais les films gays qui présentent une fin heureuse, en fait, donc des contes. En fait, au plus je fais, ça veut dire que mon analyse est très, très pessimiste quand je fais des choses optimistes. Voilà, je crois qu'il y a un jeu de balancier, je sais pas, c'est peut-être, moi je trouve une mission des cinéastes, peut-être de faire ça, ou des cinéastes ou des artistes en général, des raconteurs d'histoire, mais de dire comment ça pourrait aller mieux, quoi, quand ça va très très mal. Voilà. Le constat et la radiographie, comme vous disiez, à propos par exemple de La vie des tranquilles, c'est nécessaire aussi. Hein. Il faut faire des radios pour analyser d'ailleurs, si on file à la métaphore en médecine, évidemment que dès qu'on a mal quelque part, on fait une radio pour voir ce qui se passe à l'intérieur et pour pouvoir soigner. Bon, mais une fois qu'on a fait la radiographie, on ne peut pas se contenter de se complaire dans la radiographie. On ne va pas regarder la radiographie. On peut peut-être, après la radiographie, la mettre de côté et proposer des solutions. Voilà. En fait, les codes proposent des solutions. C'est évidemment pas des solutions au niveau national ou international, au niveau institutionnel, mais des solutions dans les rapports entre les gens, en tout cas. Dans un de vos films des années 2000, le personnage d'Ariane Ascari dit « on souffre, mais quand on ne souffre plus, c'est encore pire. » Oui. Ben oui, oui. Ça, c'est un petit peu... ça, c'est très tchécovien. Ça pourrait être une phrase de Tchekhov. Enfin, Tchekhov écrivait mieux que ça. Peut-être il le dirait mieux. Mais oui, je crois qu'il faut... Moi, je crois qu'à partir de la résignation, à partir de la compréhension de la nécessité, donc on devient plus libre, en fait. Voilà. Donc on sait qu'effectivement, bon, on sait que la vie est une vallée de larmes, mais autant en rire. Alors, ce que nous allons écouter maintenant n'est pas un message du ministère de la Santé, mais c'est extrait de « À la place du cœur ». Moi, j'aime les jeunes. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous à pas les aimer, mais alors plus ils vieillissent, moins ils vous aiment. Hein. Et moi, je dis que c'est pas les jeunes qui détestent, non, c'est eux-mêmes. Alors, ils s'en prennent aux jeunes parce que les jeunes, ça a encore la capacité de s'aimer. Voilà, hein. Si on ne s'aime pas, alors... Hein. Bon, alors si ça vous plaît, vous le prenez, hein. Nettoyez tout ça et... mettez les couvertures, vous dormez là, et vous nous faites des bébés. C'est comme ça que je suis né, moi, dans un atelier. Hein. Croyez-moi, des enfants, le monde en a sacrément besoin. Alors, s'il vous plaît, faites-nous des bébés. Hein. Message dont on nous parle en ce moment.
Les enfants sont omniprésents dans vos films. Ils arrivent même parfois sans crier gare. Ils bouclent 2 de vos premiers films, sur vos 3 premiers films, je crois qu'il y en a 2 qui sont bouclés par des enfants qui jouent au football. Et c'est bien votre fille, Valentine, qui alpague François Mitterrand. Oui. Quand il marche. Tout à fait, oui. Vous croyez à la jeunesse? Oui. Dit comme ça, c'est idiot, mais on a toujours l'impression que Jean-Pierre Daroussin est instituteur, donc il était dans la transmission. C'est que ces enfants sont un peu les autotamponantes des adultes. C'est qu'ils recadrent les adultes dans vos films. Oui, mais je crois que c'est derrière la fête continue aussi, c'est flagrant. Mais c'est vrai que je crois beaucoup que, en fait, je crois que le monde ne sera jamais ni meilleur ni pire, en fait. Donc, évidemment, penser toujours qu'il se renouvelle, en fait, penser que rien n'est fini, que tout commence, en fait, c'est une condition sine qua non au bonheur, quoi. Il faut penser que, du coup, c'est vrai que les enfants représentent forcément ça. Et on n'est pas... Je crois que face à ça, je veux dire, il faut faire abstraction totale de tout ce qu'on pense du réchauffement climatique, en fait, de choses catastrophiques. Je supporte difficilement les gens qui disent « mais non, je ne veux pas avoir d'enfants parce qu'ils vont vivre des choses terribles ». Voilà. Je vois que les choses vont être d'autant plus terribles s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de nouveaux enfants, puis jeunes gens, puis adolescents, etc. etc. Voilà. Je crois que ça fait partie, effectivement, c'est une grande condition de l'homme et de notre survie, c'est d'abord celle-là. Dans La Pie voleuse, il y a un petit détail visuel qui m'a donné espoir. Je vais vous le montrer. Ce petit garçon qui veut devenir pianiste, sa grand-mère le destine à être un grand pianiste. Regardez la couleur qu'il porte dans ce bus et regardez la couleur que porte Gérard Mélan dans Marius et Jeannette. Alors pour les auditeurs, c'est une sorte de couleur orangée. Un peu rouge, hein. Alors ça peut vouloir dire que quand Marius est amoureux de Jeannette, il n'a pas peur d'exhiber une couleur enfantine, claire et nette. On va écouter un extrait de La ville est tranquille. Tu ne m'aimes plus. C'est vrai. Dans tous tes discours, les anciens et les nouveaux. C'est ton désir de pouvoir que tu as déguisé en passion, en grande cause. Pour vous, le peuple n'est pas réel, c'est un fantasme. Avant, le peuple révolutionnaire était paré de toutes les qualités. Aujourd'hui, le peuple réactionnaire est possédé par tous les vices. C'est le même fantasme à l'envers qui sert le même ordre. L'ordre dans lequel tu gardes le pouvoir que tu as toujours eu. Je t'aime toujours. Il y a une esthétique dans vos films des radios et des télés. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé, en revoyant vos films, d'extraits où les gens se réunissent sur un canapé pour regarder La roue de la fortune. Par contre, très souvent, on chope un personnage qui est chez lui en train de regarder la prison de Bassora en Irak, ou le conflit israélo-palestinien, ou une apparition de Lionel Jospin, furtive, dans un de vos films. Est-ce que c'est pas une élégance de votre part, justement, de ne pas se payer trop de mots et faire passer des petits messages ou des grands messages de manière comme ça inattendue? C'est-à-dire les gros messages, c'est tout ce que déteste cette femme, en fait. Oui, non, c'est ça, c'est sûr que c'est des morceaux de télévision, enfin des moments de télévision que je mets dans les films avec beaucoup de ça, c'est très calculé du coup. Bien entendu que quand je parle du conflit israélo-palestinien, c'est un film sur la vengeance, en fait, Lady Jane, donc, bon, ça résonne, en fait, voilà, il faut que ça résonne. De la même manière, Lionel Jospin. Donc c'est vrai que mettre quelque chose qui, là aussi, c'est-à-dire se servir de la télévision ou de la radio comme d'éléments de décor, dans la fête continue, à la radio, il y a Pierre Aski d'ailleurs, qui parlait du conflit en Arménie. Je crois que c'est presque c'est gâcher les possibilités de signification, quoi. C'est gâcher les possibilités de raconter l'histoire.
Là aussi, ce serait très naturaliste, justement, de mettre la roue de la fortune, de mettre une émission de variété quelconque, enfin bon. Ou un jeu, pas forcément d'ailleurs un truc idiot, hein, des jeux très sympathiques. Hein. Mais bon, là, effectivement, faire en sorte que ce sens-là, enfin, cette géopolitique d'ailleurs, dans l'occurrence, soit présente effectivement dans la vie des gens. Parce que les gens entendent ça, quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est important de le dire, quoi. Tout ce qu'on raconte, on vit dans le même monde, en fait. Dans un seul monde qui est de plus en plus, grâce ou à cause de l'information continue. Donc c'est vrai que, pour moi, c'est une couche de signification en plus, effectivement. C'est du sens en plus. Mais c'est vrai qu'il n'est qu'effleuré, voilà, qu'il n'est que, bon... Dès dernier été, il y a un personnage qui rentre chez lui et on entend à la télévision, comme par hasard, fait donc justement pas par hasard, un texte qui est un texte de Pasolini effectivement sur ce qu'il appelait le génocide culturel. Mais voilà, donc c'est vrai que je profite en fait pour rajouter effectivement comment on dit, comme les sous-titres qu'il y a d'ailleurs dans les chaînes info là. Oui, le bandeau. Oui, le bandeau. On va écouter un extrait des neiges du Kilimandjaro. Vous vous appelez comment? Martin. Ah, Martin. C'est beau. C'est un beau prénom, Martin. Ça vient de Martinus. Et Martinus, ça vient de Mars. La planète, pas Marseille. Et Mars, c'était le lieu de la guerre. Et toi? Lui, c'est Jules. Ah, ça, c'est une autre planète, c'est Jupiter. J'ai des petits-enfants, hein, c'est pour ça que je me suis intéressée au prénom. Dans La Pivoleuse, le chien s'appelle Cornelius. Ça veut dire que le dilemme du personnage de Maria est cornélien? Probablement. Là aussi, c'est toujours faire c'est ajouter toujours du... Ah, mais Camus a dit il faut savoir nommer. Oui, du sein. Donc toujours trouver ça code, évidemment, de chercher un prénom, de faire... Il faut que tout raconte, en fait, ceci dit. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je parlais d'un antinaturalisme absolu. C'est-à-dire que on construit comme ça au fur et à mesure de la préparation, du film, etc. Mais là, donc tout compte, en fait. Le prénom des gens, leur nom, le nom du chien. Et évidemment, après, le moindre élément de décor, en fait, évidemment... on va chercher des décors, mais ce ne sont pas des décors naturels. Il y a toujours tous les décors dans lesquels on travaille sont aménagés, réaménagés. Même parfois on démolit une cloison qu'on remet évidemment en place après, si les gens le souhaitent. Donc on tourne un décor naturel, mais qu'on transforme complètement. Je veux dire, donc on rajoute évidemment des Jagger ou je ne sais quoi. Bon. Donc c'est sûr que il y a une attention à chaque détail pour essayer toujours qui est un maximum en fait de sens, de signification, de télescopage en fait. Jean-Jacques Benex, au sommet de sa carrière, quand il pensait avoir beaucoup de films devant lui, il disait que pour un réalisateur, un des enjeux les plus intéressants, ce serait de mettre dans un chapeau des rôles, dans un autre chapeau des acteurs, et de prendre au hasard un rôle, un acteur, et que ça donnerait probablement un boostant incroyable au réalisateur. Vous, il y a beaucoup de gens qui sont là de film en film, il y en a aussi qui disparaissent, comme Jacques Gamblin par exemple. Est-ce que parfois il vous est arrivé d'avoir des vertiges ou des tentations de miscasting? Non. En fait, je suis trop... je suis vraiment très très lié à la continuité du travail comme je le fais avec les acteurs. Quand ils ont été plus âgés, j'ai trouvé une génération de plus qui allait jouer leurs enfants. Et c'est une chose... En fait, je pense que les possibilités sont infinies et c'est une manière de chercher. Mais je suis pas... Ce qui ne veut pas dire que je suis en désaccord avec ce que disait Benex, hein, par ailleurs. Je pense qu'effectivement, ce serait rigolo, amusant, excitant à faire. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait parce que c'est comme ça. Mais voilà.
On s'achemine vers la fin de l'émission. Je voudrais quand même qu'on écoute un extrait de L'argent fait le bonheur. Les forts ont besoin de personne, ils se défendent tout seuls. Et parfois, heureusement même, pour répondre, ils se dévorent entre eux. Non, eux ont les milliards. Vous savez, l'argent va aux riches, la chance aux gens heureux, les honneurs aux gens déjà importants. C'est l'importance qui est important. Alors je crois que ma tâche est de dénoncer. Parce que la morale, la religion, est là pour affaiblir les forts et pour fortifier les faibles. Pour faire contrepoids. Oui, ce serait une bonne manière de finir Ah ben l'émission. ça, je pense à ça tellement profondément, oui. Être un contrepoids. Essayer d'être un contrepoids. Là, mais je voulais vous amener ailleurs. Jim Jarmusch dit que, quand il a eu 50 ans, il a dit qu'il serait incapable de filmer des gens ambitieux, parce que l'ambition est quelque chose qu'il ne connaît pas lui-même. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pourriez pas filmer? Moi, non. J'allais dire, j'ai énormément de difficultés à filmer les méchants, en fait. Voilà. Parce que, donc en général, j'essaie de les mettre hors champ, bon, ils sont cités. C'est la société, c'est des personnages de notre société qui, bon... Mais je les filme pas beaucoup, très peu. C'est très rare qu'il y ait un personnage qui soit un sale type, quoi. Après, il peut avoir des défauts, mais qu'il soit résolument mauvais, c'est extrêmement rare, parce que je crois que le danger qui est réel, et c'est juste aussi, c'est que c'est de l'humaniser, en fait, ce personnage-là, bien sûr. Et bien sûr, c'est comment dire, moi je me souviens toujours pour prendre un exemple alors vraiment terrible, je me souviens toujours des images d'Hitler qui joue avec une petite fille dans les Berchtesgaden. Il joue avec une petite fille, avec un ballon, tout ça, avec un chien, machin, voilà. Si on ne sait pas que c'est Hitler, hein, c'est un grand-père qui joue avec une petite fille. Hein. Bon, évidemment, on le reconnaît tout de suite, l'uniforme, etc. Tout ça, mais il est en uniforme dans cette scène. Mais j'ai toujours pensé à ça, enfin, je me suis dit, j'ai pas envie de filmer ça. Je ne veux pas montrer Hitler jouer au ballon avec une petite fille. Hein. Voilà. Je préfère le laisser où il est, c'est-à-dire comme une abstraction. Enfin, il est bien réel. Dans l'étude, je sais qu'il est réel. Mais dans le cinéma, je n'aurais par exemple jamais fait le film avec Bruno Ganz sur Hitler. Même si Bruno Ganz est remarquable, et voilà. Mais je pense que ça n'apporte rien. Dans Sight and Sound, le mensuel anglais, j'ai retrouvé un entretien de vous, où vous dites toute votre admiration pour L'Armée des Ombres, de Jean-Pierre Melville, mais en ajoutant « ça reste un film gaulliste ». Oui. Et que donc, il y a d'autres manières, vous l'avez fait d'ailleurs, de montrer les événements de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais c'est vrai, c'est un très beau film. C'était ce qui est... Non, je dis, j'étais ravi qu'il y ait eu un coffret qui était sorti par Studio Canal, je crois, et qui avait l'Armée des Ombres d'un côté et l'Armée du Crime de l'autre. Enfin, voilà, j'étais très fier de ça, parce que évidemment, Melville, c'était un immense. Et c'est vrai que... Et je disais aussi à ce moment-là que je voulais faire l'Armée de la Lumière, moi, et pas l'Armée des Ombres. Et évidemment, et un film sur les étrangers dans la résistance, sur ce rapport-là. C'est vrai que c'est un film gaulliste parce que ça montre la résistance française. C'est un film qui est tout à fait... Enfin, on le sait tous maintenant, je veux dire, à la fin de la guerre et pendant plusieurs années, on nous a menti en nous disant que le peuple de France a résisté, quoi. Bon. C'est tout ce que 5%, il y a eu 5% de résistants, et puis c'est tout. Bon, mais il fallait probablement, pour que le pays se reconstruise, recréer un mythe national de la résistance. Je veux dire, bon. On écoute un extrait de Mon père est ingénieur. C'est pendant le cours de russe qu'on est tombés amoureux. En 1974. On avait 14 ans. Tu n'arrivais pas à prononcer « Mon père est ingénieur ». Tu y arrives maintenant? Мой отец ingénieur. Impressionnant. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas la roue de la fortune dans vos films, mais il y a L'Emmerdeur de Francis Weber. C'est le film que regarde Jean-Pierre Daroussin, qui est pourtant, on va dire, haut placé. Et ça, c'est l'apparition de Ariane Ascaride, avec qui il n'est plus. Donc, deux petites questions.
Pourquoi l'emmerdeur? Et est-ce que vous avez conscience que dans votre film, les absents sont aussi présents que les présents? Et dans La Pie voleuse, on parle de souvenirs, on parle d'une femme qui attend, qui a vécu un drame, et elle pense toujours que ce drame-là existe, qu'elle l'a vu, que c'est vrai. Est-ce que, pour comprendre votre cinéma, c'est pas ça aussi? C'est que tout peut revenir. Et parfois même certains extraits de vos anciens films reviennent dans les courants. Oui, c'est vrai. Pourquoi l'emmerdeur Votre décorateur, il a été dans un vidéoclub. Non, parce que j'ai demandé l'autorisation à Weber et tout ça, hein, et à TF1, puisque c'est un film de TF1, je crois. Donc, qui me l'ont accordé gracieusement, je dois dire, d'ailleurs. Donc c'était très sympa, de la part de Weber et de la part de TF1. Non, j'avais choisi tout simplement parce que je cherchais un film donc, de ces années-là, il y avait une question de datation, avec évidemment des personnages, un film très populaire, et un personnage de comédie quand même exceptionnel, c'est-à-dire cet emmerdeur, voilà. Le personnage de l'emmerdeur est un personnage tout à fait exceptionnel, joué par Brel en plus, bon, évidemment, comme tout le monde, d'ailleurs, j'aime beaucoup Jacques Brel, donc c'est à la fois aussi une manière de rendre hommage à quelqu'un, bien sûr, de le ressignaler, voilà. Mais il y a des revenants dans vos films. Oui, je l'ai fait, c'est-à-dire, je le fais d'autant que, évidemment, dans La Villa, par exemple, c'est flagrant, je l'ai fait aussi dans La Place du Cœur. Oui, mais il y a des revenants, en plus, c'est pour moi, la possibilité... Il y a des revenants aussi, d'ailleurs. Il y a le père qui revient dans La Fête continue. Il y avait le mari qui revenait dans l'argent. Les revenants, c'est un strict du terme. Il y a des revenants qui viennent de mes films, il y a des revenants tout court à l'intérieur même du film. Bon, mais c'est vrai que c'est une figure de spectaculaire que je trouve intéressante, en fait. De continuer à communiquer ou à avoir un conseil de quelqu'un qui réapparaît. Dans La Place du Cœur, vous faites une tentative quasi nouvelle vague, je trouve, au début. Une fille aux cheveux courts qui marche en voix off, Clémentine. Des cartons style un peu graffiti qui apparaissent. Vous l'avez fait en gros qu'une fois, de manière... Oui. Est-ce que c'était une volonté de sortir de vos rails? D'où c'est venu? Ça m'a Oui, beaucoup frappé. mais j'essaie sans arrêt, en fait, de sortir de mes rails, hein, au fond. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai, je voulais qu'il y ait des citations, il y a des citations écrites, il y a des... Je voulais... voilà, parce que je veux essayer des choses. Je veux absolument pas... faire ce que j'ai déjà fait la fois d'avant, de manière identique, etc. Donc j'ai très envie d'essayer. Je crois que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, à 70 ans, ou je sais pas, font quelque chose de très différent. Je me souviens quand j'ai lu Blanche ou l'oubli, par exemple, d'Aragon, qu'il a écrit à 70 ans, j'étais stupéfait du style d'Aragon à 70 piges. C'est-à-dire il renouvelle encore l'écriture à cet âge-là. Je crois que... Donc je pense que je n'ai pas terminé avec ça, d'ailleurs. Je retenterai le coup. J'aime l'idée qu'effectivement, il y ait plusieurs formes mêlées. Donc de la voix off, des cartons, évidemment des affiches, du jeu réel, que les temps se mélangent, etc. Ce qui est très difficile, en fait, dans ce type d'exercice, c'est de garder justement une espèce de lecture au premier degré un peu simple. Parce qu'évidemment, j'allais dire une chose qui me retient, depuis toujours, dans tout ce que je fais, c'est la peur que le public le plus large ne puisse pas comprendre, en fait. Voilà. Ça, je tiens résolument... Il y a des films, évidemment, que moi j'aime, et auxquels 10% de la population a accès. Et que moi j'aime beaucoup, donc c'est pas... Mais bon, si les gens ont pu faire ça, si ces artistes-là ont pu faire ça, c'est leur affaire. Moi, je sais que c'est pour moi... Si je peux citer un blocage, en fait, ce serait celui-là. C'est-à-dire que après avoir écrit un film, ou dès que je vais commencer un film, je le relis quasiment en me disant, mais vraiment, si je le donne à lire à quelqu'un que je croise dans la rue, qui n'est jamais allé au cinéma de sa vie, est-ce qu'il comprend ce film-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une lecture au premier degré qui lui est offerte, à laquelle il peut se raccrocher? Est-ce qu'il peut avoir du plaisir, donc, à lire ce film-là? Voilà. Donc, je dois penser que le plus grand de tous les arts, c'est l'art de plaire. Votre chef opérateur sur La Pie voleuse et sur beaucoup de films récents, c'est Pierre Milon.
Et il a été interviewé par l'Association française des directeurs de la photo. Et on lui parlait rails de travelling et il se met à rigoler en disant des rails chez Robert, c'est une blague. Il n'y a pas de rails chez vous? Quasiment jamais. Un petit peu, un peu. On les a toujours dans le camion. C'est une blague d'ailleurs, évidemment. Je dis, est-ce qu'on a des rails? Alors, c'est quasiment, d'ailleurs, mon directeur de production, qui est mon ami d'enfance, et le chef Hop et le chef Pachilo, qui sont toujours les mêmes, donc, qui mettent quand même des rails dans le camion, en disant, on ne sait jamais. Mais je dis, les louez pas, ça ne servira pas, c'est des dépenses inutiles. Et en fait, une fois par film, je crois que dans La Fête continue, ça s'est servi une fois, des rails, une fois dont je me souviens, en tout cas, oui, une fois. Et là, dans ce film-là, une fois aussi, dont je me souviens, quand il y a le cours de piano, et que Gérard est sur la terrasse, et il entend la musique, il hésite, et puis il va vers le cours de piano, et donc là, on l'accompagne. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime le cinéma le plus simple du monde, enfin, c'est-à-dire s'il pouvait y avoir... Enfin, j'aime Ozu, par exemple, bien sûr, bon, des gens comme ça. Mais j'aime John Ford aussi, il y a pas... Évidemment, il y a des travelling sur les chevaux qui courent après la diligence, bien entendu. Mais sinon, c'est le cinéma, quasiment, il y a des panneaux et des plans fixes, et puis voilà, quoi. Dans son livre de souvenirs qui vient juste de sortir, Claude Lelouch parle de vous, et il parle du promeneur de Champ de Mars, qu'il aime beaucoup. Et il dit, mais moi je l'aurais fait autrement. J'aurais fait un total subjectif de Mitterrand, qui vit, qui voit, etc. Mais vous, c'est pas du tout ça, votre cinéma. Vous, c'est justement les panneaux enveloppes. Il y a très peu de champ contre champ dans vos films. Vous préférez montrer deux personnes en train de se parler qu'un plan sur l'un, un plan sur l'autre. Non, j'aime bien aussi, quand même. C'est-à-dire toujours pareil. Il y a des moments où... Enfin, c'est pas toujours pareil. Il y a des moments où on a quand même envie, où le regard, quand même, à plein pot de quelqu'un, c'est quand même une chose à laquelle on peut, j'allais dire, irrésistible, j'allais dire, insondable. Donc c'est vrai que le gros plan sur des yeux de quelqu'un, enfin, un gros plan même sur le visage, fortiori sur les yeux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement mystique, quoi. Je trouve ça tout à fait étrange, donc j'essaie d'en faire quand même, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt pour le questionnaire rituel de fin d'émission? Ah oui, j'ai regardé un petit peu, oui. Robert Guédiguian, où étiez-vous le 31 décembre 1999 à 23h59? Alors je cherche et je ne le trouve pas. Je me souviens mais absolument pas. J'ai cherché 2-3 jours, je cherche et je ne trouve pas. Je me souviens pas, mais c'est vrai que pour moi, j'ai pas vécu ça comme quelque chose de très important. 1999 ou 2001, pour moi c'était pareil, donc je me foutais de cette date symbolique. Et du coup, c'est probablement pour ça que je ne me souviens pas du tout. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Les Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, à ses frais, ce serait qui? Pasolini. Pierre Paolo. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée, en bagnaudant, pensant à rien, et au détour d'un couloir, vous tombez face à une œuvre d'art et vous dites « mais c'est moi que je suis en train de voir ». Le Désespéré de Courbet. On le trouve où? Au Louvre. Au Louvre. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique que vous voudriez que vos proches entendent lors de vos funérailles? I Want You. Ah, c'est marrant, j'allais vous le souffler, alors qu'on ne se connaît pas. I Want You, c'est une première fois dans votre cinéma où tout d'un coup... Ouais. Bob Dylan. De la biographie sort en même temps que la pivoleuse. Une biographie. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un plan, tout d'un coup, on est dans une voiture et puis on est quasiment en temps réel avec la chanson. Vous aimez d'ailleurs beaucoup les tubes, il y en a beaucoup. Beaucoup. On entend de Elton John. J'adore la variété et je trouve ça très... En sens inverse, est-ce que vous êtes passé récemment devant la maternité où vous êtes né? Non, devant la maternité, non. Mais par contre, devant l'endroit où j'ai grandi, c'est-à-dire le premier appartement dont on a un peu parlé tout à l'heure, ça j'y passe sans arrêt. Je sais très bien où c'est au-dessus du bar du centre de l'Estac, gare.
Et c'est un endroit que j'ai montré encore à des amis l'autre jour en disant tiens, je suis né là. Là, je passe très très souvent. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et vous décidez d'enterrer l'âge de guerre et que vous avez un DVD envoyé par la poste pour que la personne qui va le réceptionner comprenne tout de suite que vous voulez renouer les ponts. Vous envoyez quel film? La vie est belle de Capra. Si demain matin à 9h, vous pouvez tout prendre avec vous, tout, même votre règle travelling dans le camion, dans quelle ville vous allez vous installer? Bon, je ne vais pas dire Marseille, puisque je suis né à Paris, j'habite à Paris, mais... et pour ne pas dire Marseille, je dirais Naples. Vous savez que Jung disait que la plupart des névrosés se retrouvaient sur les côtes. Ah oui, c'est vrai, je sais pas. Que les gens qui habitent sur les côtes sont ultra sensibles aux influences extérieures, puisqu'il y a beaucoup de gens qui débarquent chez eux. Naples, c'est parce que c'est Marseille en moins bien? Oui, enfin, disons aussi bien. C'est l'équivalent de Marseille en Italie. Et c'est vrai que bon, j'aime l'Italie énormément. La langue italienne, l'Italie, le cinéma italien, la culture italienne, la rue en Italie, ça me plaît, la nourriture italienne, etc. etc. Est-ce que vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel avant de prendre une décision? Marguerite Duras disait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire qu'en refaisant les 4 côtés de son lit et que ça devenait une obsession, c'était un truc qui l'empêchait d'écrire. Oui, je l'avais lu ça. Ouais. Alors je l'ai, ça un peu, moi, c'est-à-dire que... c'est-à-dire que si j'écris dans mon bureau et que je sais que dans l'évier de la cuisine, il y a une tasse qui n'est pas lavée, je vais d'abord la laver avant de commencer à écrire. Ou évidemment une veste qui n'est pas rangée, qui est posée, jetée sur un canapé. Donc je vérifie que l'ordre règne partout pour pouvoir commencer à écrire. Voilà. Mais c'est pas directement un toc, ça. Il y a aussi une autre chose, en fait, si je ne sais pas forcément pour écrire, mais si je prie, en fait, parfois. Alors je prie, je ne prie pas Dieu, je prie. Mais je prie, je ne sais pas qui s'adresse à cette prière, au sort, je ne sais pas. Donc Jean-Pierre Daroussin, au début de L'argent fait le bonheur, c'est un peu vous? Oui, c'est un peu moi, absolument. J'ai toujours été très... Vous avez dit que les gens qui avaient sifflé dernier été à Cannes, ou qui avaient dédaigné le film, sont les mêmes que ceux qui ont fait un triomphe à Marius et Jeannette. Oui. Cette translation dans le temps, est-ce que vous pouvez la prédire sur un de vos films actuels? Un film que les gens n'ont pas appréhendé de la manière dont vous pensiez qu'ils le feraient? Non, avec cette violence-là, non. Après, de manière plus mesurée, oui. Je sais que des films... que certains films surgiront à nouveau, sont revus dans des rétrospectives, sont réachetés en DVD ou sont revus en VOD aussi d'ailleurs. Mais donc je sais qu'il y a des films dont on parle mieux quelques années plus tard. Voilà. Mais parce que la sortie d'un film, c'est quand même aussi c'est lié aussi au moment où le film sort, bien entendu. Donc l'état du public à ce moment-là, l'état de la société à ce moment-là, l'état du cinéma à ce moment-là, etc., etc. Bon, tout ça fait que on peut passer à côté d'un film, ou pas. Il peut avoir un succès qui n'est pas tout à fait celui qu'il devrait avoir. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'un film, ça dure, quoi. Donc on peut le revoir l'année d'après, etc., etc. Et moi-même, d'ailleurs, je dirais que par rapport... J'ai toujours fait ça. Je n'ai jamais dépassé 50 pages d'un livre si ça ne me plaît pas. Donc je fais des efforts pendant 50 pages. Si au bout de 50 pages, ça ne va pas, je m'ennuie, je le vire le livre. Mais l'année d'après, je le réouvre et je réessaie. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que ça se passe bien, quoi, non plus. Donc, ou que ça se passe mal. Donc je crois qu'il faut être patient aussi avec les œuvres, quoi. C'est ce qui est terrible, justement, au cinéma, c'est que le cinéma va vivre. Il dure, ça c'est très bien, on peut le revoir plus tard. Mais par contre, au moment de la sortie, ce qui est terrible, c'est que ça va à une allure folle. Voilà. On n'a pas au fond le temps d'en parler d'un film. Là, c'est bien parce qu'on a parlé longtemps, mais on n'a pas, grosso modo, tout se fait sur la semaine qui précède la sortie, et la semaine qui suit la sortie, d'ailleurs. Voilà. Vous avez la main verte? Alors, non, mais j'aime beaucoup que d'autres l'aient pour moi. C'est-à-dire que j'aime les plantes, en tout cas, les plantes, les fleurs, les jardins, quoi. J'aime beaucoup la végétation.
dans les maisons, dans les appartements, sur les terrasses. Sur les terrasses. Les terrasses italiennes sont exceptionnelles. Pour moi, la séquence matrice de votre cinéma, c'est ce moment où, dans Kilosa, où Jean-Pierre Daroussin arrache une plante de rage parce qu'ils vont devoir quitter la maison. Et finalement, quelques secondes après, il la remet dans la terre et en plus, il l'arrose. Oui. Je trouve que c'est votre cinéma de rage, mais aussi de consolation et de jamais perdre espoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.